Il touche à une histoire plus longue, et cette histoire mérite d'être rappelée sans détour. Jack Lang, Foucault, Deleuze, Aragon, Glucksmann, le fameux couple Sartre et Beauvoir, en tout 69 intellectuels de gauche qui sont encore aujourd'hui vos maîtres à penser, à poser leur signature en bas d'une tribune publiée dans Le Monde ayant pour objectif de décriminaliser la pédophilie. C'était il y a 49 années. En 1977, une partie de l'intelligentsia 68arde acclama ces tentatives comme le paroxysme du progrès. Ce texte présentait comme une émancipation ce que notre code pénal nommait, à juste titre, un crime. La presse dite progressiste, telle qui, aujourd'hui encore, vous encense, Libération en tête, accompagnait avec complaisance cette entreprise pendant de nombreuses années. Que dire des agissements et des écrits d'hommes comme Gabriel Maznef et Daniel Cohn-Bendit, leaders invétérés des écologistes français, deux figures de votre petit monde culturel et politique. Vous les avez défendus et élus, acclamés et récompensés quand ceux-ci rapportaient dans des ouvrages publiés des scènes qu'aucune décence ne devrait autoriser à décrire comme des jeux, les actes qu'ils ont eus avec des enfants. Cette histoire n'est pas une calomnie que nous inventerions aujourd'hui. Elle est écrite, signée, publiée et vous poursuivez à gauche aujourd'hui son écriture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Une femme, une artiste seule sur scène, une femme lesbienne, fière de son corps, une Française juive. Et face à elle, face à elle, des huées, face à elle, des insultes, face à elle, des humiliations, des jets de liquide, des jets de projectiles, des jets de bouteilles de verre pour l'humilier, pour la blesser, pour au fond la chasser. Et en toile de fond, une affiche, son visage, son corps, le drapeau LGBT, une étoile de David, tout ça souillé de sang. Bienvenue, bienvenue chez LFI. Bienvenue. Bienvenue dans un monde où on a le goût des listes. Bienvenue dans un monde où on place des cibles dans le dos des Français juifs, où on désigne, on diffame, on boycotte, où on dresse des meutes et on lâche les chiens. Bienvenue dans un monde où non seulement on chasse une femme française juive de scène, mais on est fiers de le faire, on le revendique et on s'applaudit. Mesdames et messieurs, regardez ce qu'ils ont fait d'un concert, demandez-vous ce qu'ils feraient demain de notre pays. Et je veux m'adresser solennellement aux députés de gauche, de cette gauche authentiquement républicaine. Que vous faut-il de plus ? Monsieur le ministre, je me fais le relais de très nombreux Français qui ont découvert avec effroi les déclarations de votre ambassadeur en Algérie. Dans un média local, il a annoncé que la France souhaitait délivrer 250 000 visas par an aux ressortissants algériens. Lui, y voit un pacte de réconciliation, nous, un pacte de soumission. Cette déclaration est économiquement suicidaire. Je rappelle que depuis que les macronistes sont au pouvoir, ce sont 260 000 premiers visas qui ont été délivrés à des Algériens, soit la population de Bordeaux. En plus, 40% des Algériens de plus de 15 ans ne travaillent pas, n'étudient pas ou ne sont pas à la retraite. Pire, ils représentent 43% des bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Et c'est sans compter le coût stratosphérique de l'aide publique au développement, des impayés aux hôpitaux, des fraudes aux pensions et prestations sociales, des étudiants qui n'étudient pas, des clandestins non expulsés, ainsi que leurs frais de justice et d'hébergement. Mais cette déclaration est aussi diplomatiquement délétère. Je rappelle que déjà en 2017, Emmanuel Macron s'était incliné à Alger devant le monument à la gloire des terroristes du FLN. Que 3 ans après, il a été imité par Gérald Darmanin et que cette année encore, une ministre a participé à une manifestation anti-française en Algérie. Monsieur le ministre, les Français se posent une question. Dans quel camp êtes-vous ? Merci beaucoup, Madame la députée. Ma question s'adresse à la ministre chargée de la lutte contre les discriminations. Samedi soir, à Grenoble, la DJ Barbara Butch a été chassée de scène. Il y a 2 ans,
icône de la culture queer. Elle faisait rayonner la France lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux et subissait pour cela une vague inouïe de cyberharcèlement homophobe. Samedi, c'est parce qu'elle était juive qu'elle a été conspuée et agressée. Des sifflets, des insultes, une sono sabotée, des jets de bouteilles en verre et un concert suspendu au bout de 20 minutes à peine. Les responsables, les chefs de file de la France insoumise de Grenoble, qui ont organisé pendant des mois ce boycott à grand renfort d'un tract nauséabond où la DJ Barbara Butch apparaît couverte de sang devant un drapeau arc-en-ciel siglé d'une étoile de David, essentialisé, ciblé parce que juif et homosexuel. Tout est dit. Vous prétendez être la France insoumise, mais samedi soir, à Grenoble, vous étiez la France ignoble, celle qui reprend des méthodes de fascistes pour bâillonner des artistes parce que juifs. Vous étiez la France infâme, celle qui décide quel DJ a le droit de monter sur scène ou non. Vous étiez la France intimidante, celle qui ne se bat qu'à 100 contre 1 et toujours en meute. Vous étiez la France indigne, celle qui hurle pour couvrir toute autre parole que la sienne. Vous étiez la France insoumise à tout, sauf à vos propres démons. Mais vous étiez surtout la France. Et cette généalogie n'est pas un accident du passé qu'on pourrait réduire à l'ère du temps d'une décennie révolue. Elle s'est prolongée ici même, dans cet hémicycle, il y a quelques jours à peine, quand 41 députés de gauche ont voté contre l'article 11 de ce texte, celui qui portait à la perpétuité la peine encourue par les auteurs de viols en série sur des mineurs de moins de 15 ans. On nous dira qu'il s'agissait de prudence juridique ou de refuser un prétendu populisme pénal. Je veux croire à la sincérité de chacun, mais je me rappelle aussi de Tom Dubois, ancien candidat LFI, ou encore de Pierre-Alain Cotineau, lui aussi candidat de la France insoumise en Loir-et-Cher, mis en examen pour des viols avec acte de torture sur une fillette handicapée de 4 ans qu'il avait sous sa garde comme assistant familial. Mes chers collègues, nous voterons ce texte parce qu'il contient des mesures utiles et attendues. Ils viennent de voter, les LFI, contre la prison à perpétuité pour les pédophiles récidivistes. C'est abject de protéger les serial violeurs. Honte à vous! Honte à vous, admirateurs de Daniel Cohn-Bendit. Comme l'a dit notre collègue Sophie Blanc, brillamment elle l'a dit, les Français vous ont vu, les Français n'oublieront pas, les masques sont tombés. Votre projet politique, c'est présomption de culpabilité pour les forces de l'ordre, présomption d'innocence pour les voyous. La réforme de l'État a trop longtemps ressemblé à un concours d'éloquence. Nous croyons, pour notre part, à une méthode plus modeste, la preuve par la gestion. Un État qui s'applique à lui-même, la sobriété qu'il prêche aux Français. Ce texte engage ce mouvement, il le fait imparfaitement, mais avancer imparfaitement vaudra toujours mieux que contempler le problème avec constance. Alors le groupe de l'Union des droites pour la République votera ce texte. Et le groupe de l'Union des droites pour la République vous souhaite, chers collègues, de bonnes vacances parlementaires et un bel été d'espérance pour les Français, avant que l'année prochaine, la France ne connaisse un bel été de renaissance sous la présidence de Marine Le Pen. Chers collègues, la discussion générale est close. Des sodomies sur des enfants de 3 ans qu'on soumet à plusieurs hommes. Ils sont les actes, pour nous, pour la droite républicaine, les plus graves que l'on peut commettre sur un individu, l'individu le plus fragile qui soit, dans l'incapacité de se défendre. On parle des enfants, voire de nourrissons. On connaît le nombre de suicides dans une vie qui arrive après avoir vécu ces violences. Il ne s'agit pas de surenchère pénale pour nous. Il s'agit de sanctionner ce que l'on estime être le crime, avec d'autres crimes comme les meurtres sur enfants, le plus grave que l'on peut commettre à l'égard d'un individu le plus fragile qui soit, que nous devons protéger. Évidemment que cela n'empêche pas toute la politique que nous devons mettre en place sur la prévention, sur le fait d'empêcher ces actes. Mais notre loi pénale doit être très claire à l'égard des violeurs d'enfants.
L'impunité, c'est terminé. Il s'agit des crimes les plus graves qu'une société ne peut tolérer à l'égard de ses propres enfants. C'est la raison pour laquelle nous voterons la perpétuité pour les crimes sexuels sériels commis avec actes de torture et de barbarie à l'égard de nos enfants. Merci Madame la députée. Monsieur... Et puis il y a ceux qui voteront contre. J'avoue ne pas comprendre. Voilà des collègues, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dénoncent chaque semaine la puissance des multinationales, l'emprise du capitalisme numérique, l'exploitation de nos données, de notre attention. Ils ont sur ce diagnostic bien des raisons d'ailleurs d'être entendus. Mais lorsque vient enfin le moment de voter une loi qui oppose à ces entreprises une interdiction ferme, ils ne sont plus là. Cette posture est pour moi assez incompréhensible. Mes chers collègues, nous avons laissé entrer dans la chambre de nos enfants, sans le savoir, les machines les plus efficaces jamais conçues pour retenir un être humain devant un écran. Au Front populaire. Attends, je monte le truc. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le nouveau président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, bienvenue dans La Riposte, une loi présentée par Laurent Nunez. Et si la loi est une farce, vaut mieux qu'on en rigole. Eh oui, vous l'aviez. Parce qu'effectivement, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, lors d'une nuit d'insomnie, s'est retrouvé sur CNews. Il s'est retrouvé sur CNews et il y avait un reportage choc. Il se trouvait qu'il y avait un terrain vague, sur lequel il y avait une maison qu'on pouvait louer en Airbnb, occupée par des gens qui avaient prévu d'organiser une free party. Je vous jure, une free party avec un gros mur de son, tout en tirant des feux d'artifice. Et il se trouve que sur le même parking, il y avait des... Et je m'adresse là aux bancs qui vont de l'extrême droite jusqu'au socle commun. Vous êtes relayés sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, pour faire croire que les groupes de gauche qui ont voté contre cet article étaient aujourd'hui des soutiens aux pédocriminels. Et c'est inacceptable. Inacceptable ce que vous êtes en train de faire. Inacceptable parce que quel groupe ici a déposé une commission d'enquête sur Epstein? C'est nous. Qui l'a refusé? C'est vous. Qui continue à aller sur les plateaux de M. Morandini? C'est vous. Qui soutient Gérard Depardieu comme une figure importante? C'est vous. Donc les leçons de morale qui sont gravissimes, je le dis très clairement, elles ne sont pas entendables. Et je finis là-dessus. Je vais finir là-dessus parce que oui, c'est grave. Parce qu'ici, il y a des personnes victimes, d'accord? Et c'est pour ça que ce débat, il pourrait mériter un peu plus de hauteur de votre côté. Oui, il y a des personnes victimes, comme il y a peut-être ici des agresseurs dans cette assemblée. Et je dois dire que, par exemple, en tant que femme, en tant que mère, à cause de vous, lire tout le week-end qu'on souhaite que mes enfants soient violés pour que je comprenne, eh ben ça, c'est inacceptable. Merci, Madame la rapporteure. Cela fait longtemps que vous aviez mis la France à genoux devant l'Algérie, nous voilà à plat ventre. Parallèlement, considérant de toute évidence que même la politique de l'Europe n'est plus assez immigrationniste pour vous, le président Macron refuse d'appliquer le règlement adopté par le Parlement européen, le règlement dit retour. Monsieur le ministre, nous savons que votre gouvernement n'appliquera pas la résolution visant à dénoncer les accords de 68 proposés par le Rassemblement national et adoptés dans cet hémicycle le 30 octobre dernier. Pour ça, nous patienterons jusqu'en 2027. Mais en attendant, ma question est la suivante. Pourquoi ? Pourquoi cet objectif de 250 000 visas ? Pourquoi cette humiliation diplomatique dans laquelle vous pataugez ? Pourquoi n'entendez-vous pas les Français ? Pourquoi maintenez-vous ce cap de soumission qui nous précipite tout droit vers les récifs ? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je constate que vous avez passé 1 minute à répondre à côté de la plaque. Forcément, c'est parce que vous êtes très gêné par notre question, parce que tout le monde a bien compris que malgré vos gesticulations verbales, vous incarnez la capitulation. Nous, avec Marine et Jordan, nous avons d'autres ambitions. Dénoncer les accords franco-algériens de 68, proposer un référendum sur l'immigration, en terminer avec la repentance
Donc j'ai un message pour les 76% de Français que vous ignorez mais qui veulent suspendre l'octroi de visa aux Algériens. Tenez bon, dans 10 mois, c'est la Renaissance. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur le ministre, en décembre 2025, vous avez juré aux Français que leur facture d'électricité resterait, je cite, stable au moins en 2026 et 2027. 7 mois plus tard, jeudi soir, en catimini, pendant que les Français bouclaient leurs valises, vous avez validé une hausse de 2,5% au 1er août, après avoir déjà validé une hausse de la TVA sur les abonnements de gaz. Vous avez donc encore une fois menti. En décembre, vous promettez et en juillet, comme d'habitude, vous taxez. Au même moment, le gasoil repasse les 2 € le litre, en plein chassé-croisé des vacances, sans aucune réaction de votre part. Pour des millions de familles qui triment et de retraités qui ont travaillé toute leur vie, la voiture n'est pas un luxe. C'est aller travailler, amener les enfants à l'école, aller chez le médecin ou actuellement partir quelques jours pour un repos bien mérité après une année de travail. Quand un Français fait le plein d'essence, il fait surtout le plein des caisses de l'État. Un État obèse qui se gave pendant que les Français se serrent la ceinture, gabegie, agences inutiles, immigration, chèques à Bruxelles, tout augmente, sauf le pouvoir d'achat des Français. Deuxième point, il n'y a pas d'impunité des policiers. Il n'y a pas d'impunité des policiers puisqu'il pourrait y avoir des enquêtes. Même dans ces cas-là, c'est une présomption qui peut être renversée. Arrêtez de laisser à penser qu'un policier peut sortir dans la rue avec son arme et tuer froidement un individu et en avoir le droit. Vous savez très bien que c'est faux. Arrêtez de faire croire cela sans arrêt. Troisièmement, vous citez des cas, monsieur le député, des cas de personnes qui sont décédées de par l'action de la police. Évidemment que c'est regrettable, mais vous oubliez de dire que la justice a chaque fois été saisie et que dans la majorité des cas, voire la totalité des cas, elle a considéré que l'action de la police était proportionnée, était justifiée. Donc même lorsque la justice se prononce, vous contestez l'action de la police. En réalité, assumez tout simplement d'être contre la police et assumez d'être contre l'usage des armes par la police. Elle est belle, la police républicaine que vous nous promettez. Le gouvernement fait le choix de l'intransigeance avec la délinquance. À chaque trouble à l'ordre public doit être apportée une réponse. Mais pour une partie de cet hémicycle, on les entend, ce sont, je cite, des atteintes imaginaires à l'ordre public et des phénomènes ponctuels. J'ouvre les guillemets. Je les invite à échanger avec les policiers et les gendarmes qui font face à des tirs de mortier pour leur expliquer qu'il s'agit d'un phénomène imaginaire ou ponctuel. Je les invite à se déplacer auprès des agriculteurs dont les parcelles ont été dégradées à l'occasion des rave-parties. Je les invite à aller à la rencontre des riverains qui subissent les nuisances des rodéos motorisés, mais aussi à la rencontre des victimes des accidents de la route. Face à ces phénomènes, certains estiment que les sanctions doivent être remplacées par des actions de prévention et des campagnes de sensibilisation. C'est en décalage complet avec la réalité. Lorsque les individus tirent sur les forces de l'ordre avec des mortiers d'artifice, ils ne le font pas par ignorance des dangers, ils le font dans l'unique objectif de transgresser la loi. On ne sera pas surpris de cette énième motion de rejet préalable de la part de la gauche et de l'extrême gauche, qui a beaucoup plus de compassion pour les voyous que pour les honnêtes gens et les victimes. Ça, c'est la réalité. Vous êtes contre les moyens supplémentaires alloués à nos forces de l'ordre. Vous êtes contre les moyens alloués à la justice. Vous êtes contre les moyens et les dispositifs mis en place pour la sûreté dans les transports. Vous êtes contre les dispositifs mis en place pour lutter contre la criminalité organisée, notamment les organisations criminelles. Vous êtes contre la vidéoprotection. Vous êtes contre les dispositifs visant à lutter contre les rodéos motorisés, contre le protoxyde d'azote. Bref, comme d'habitude, votre ADN, c'est la protection des voyous. Mais par contre, vous êtes pour libérer les détenus, libérer les terroristes et surtout, vous êtes pour les pédocriminels. Donc ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour nos enfants. Vous êtes la coalition de l'insécurité. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette motion de rejet. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Après une énième motion de rejet du texte, proposée et votée par toute la gauche laxiste, mais heureusement repoussée, nous voici arrivés au vote de ce projet de loi riposte sorti de la commission mixte paritaire. Je tiens à rappeler au nom du groupe Rassemblement National notre soutien indéfectible aux policiers nationaux et municipaux, aux gendarmes, aux douaniers, aux surveillants pénitentiaires, aux agents de sécurité, aux sapeurs-pompiers, qui tous les jours assurent la sécurité des Français au péril de leur vie. Ces dernières semaines, particulièrement éprouvantes pour nos forces de l'ordre et nos sapeurs-pompiers, démontrent une nouvelle fois
que nos compatriotes peuvent compter sur des femmes et des hommes engagés comme jamais et qui essaient d'exercer leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles. Ils sont confrontés à l'ultraviolence, à une dangerosité intense, leur mission ne cesse d'augmenter et on leur demande d'en faire toujours plus avec moins de moyens. Ils méritent respect et considération, contrairement à ce que peuvent dire la gauche et l'extrême gauche, totalement perchés et déconnectés. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en matière de sécurité intérieure, la France est classée 99e sur 163 en 2026, juste entre la Tanzanie et le Gabon. Il y a un an, nous étions 74e. Encore un an de macronisme et nous finirons entre l'Ukraine et l'Iran. Voilà le bilan de 10 ans de Macronie et 5 ans de socialisme. Face à l'ensauvagement de la société, le gouvernement nous propose la loi intitulée Riposte. Riposte, une belle approche marketing qui cache une publicité mensongère. Riposte contre un aveu de votre impuissance, l'aveu de votre politique à favoriser l'insécurité. On a quelques régions qui aujourd'hui sont des régions pilotes dans la création de cette foncière, notamment la Normandie d'où je viens. On voit quelques difficultés dans la mise en place de cette foncière et ce, notamment pour les bâtiments régaliens. On avait tiré la sonnette d'alarme encore une fois dans le rapport sur le fait que certains bâtiments ne pouvaient pas entrer dans le cadre d'une foncière d'immobilier de l'État pour des raisons spécifiques que tout le monde comprendra bien évidemment et on pense notamment aux bâtiments qui ressortent du régalien. Voilà donc on sera pour cette proposition de loi, ce projet de loi, cette création de foncière d'immobilier de l'État, d'autant que pour sa mise en place, on est plutôt optimiste parce qu'elle commencera en janvier 2027 et que donc quelques mois après, Marine Le Pen avec Jordan Bardella prendront la direction de notre pays. Merci. Et c'est donc en 2023 que la Cour des comptes a pu établir un rapport sur le sujet. Je dois associer également le président Mattei, président du Conseil immobilier de l'État, qui a animé cette institution et qui s'est saisi de tous les dossiers pour pouvoir moderniser la gestion publique de l'État, dont je vous rappelle que la Cour des comptes refuse de valider l'actif de notre pays. 96 millions de mètres carrés, 28 millions, 25, c'est un débat, 25, 28 millions de mètres carrés de bureaux. En fait, l'État ne sait pas ce dont il est propriétaire. L'État ne sait donc pas ce qu'il a à gérer puisqu'il ne sait pas. Et le mythe du propriétaire occupant, mes chers collègues, est sans doute que j'ai entendu défendre à cette tribune, est sans doute le dernier archaïsme qui existe aujourd'hui au sein de l'Union européenne, puisque tous les États aujourd'hui ont fait cette distinction. Il existe dans ce pays un propriétaire, oh ne me poussez pas à utiliser les 5 minutes, un propriétaire d'un genre particulier. Ce propriétaire détient le premier parc immobilier d'Europe, mais on ignore l'étendue exacte. Il laisse son amiante vieillir en paix et ses obligations d'accessibilité attendre des jours meilleurs. Ce propriétaire, c'est l'État. Si depuis des années, la puissance publique impose aux propriétaires français privés une discipline minutieuse, si elle lui impose des diagnostics, si elle conditionne le droit de louer à des étiquettes énergétiques, si elle exige, si elle inspecte, si elle verbalise, pendant ce temps, cette même puissance s'exonère tranquillement des exigences qu'elle impose à d'autres et laisse la gestion de ses propres biens à la dérive. Un propriétaire privé aussi négligent s'expose à des sanctions, l'État négligent s'expose à un rapport de la Cour des comptes. Ces bâtiments appartiennent pourtant au peuple français, qui l'a payé de sa poche, génération de contribuables après génération de contribuables. Et les ministères et les ministres qui les occupent n'en sont que les locataires. Chaque mètre carré laissé à l'abandon dilapide donc une épargne nationale accumulée depuis des décennies par le peuple. Finalement, vous prétendez lutter contre le fascisme, l'extrême droite, à chaque fois que vous prenez ces positions, à chaque fois que vous comparez les rodeux urbains à des courses sur les hippodromes, quand vous comparez les rêves parties à la fête de la musique, vous êtes les meilleurs agents électoraux de Madame Le Pen. Vous êtes les directeurs de campagne de Madame Le Pen, les porte-paroles de campagne de Madame Le Pen.
votre négation de la réalité du quotidien des Français font que le Rassemblement national monte. Vous êtes leurs meilleurs alliés en prétendant lutter contre eux. Vous êtes leurs idiots utiles. Vous devriez avoir honte, évidemment. Par la défenseur des droits, Claire Hédon, dans son avis de juin. Par la Cour des comptes elle-même, dans son rapport d'avril. Et pêle-mêle, ce sont des garanties procédurales qui ne sont pas assurées en l'absence de débat contradictoire. En conséquence, des atteintes à l'égalité devant la justice ou aux limitations de l'individualisation des peines. Alors plutôt que de chercher à corriger ces écueils, vous les avez en fait aggravés. Aggravés puisque la CMP a entériné l'inscription systématique de l'AFD à l'extrait B2 du casier judiciaire. Et ce, quelle que soit l'infraction constatée. De toute évidence, sur ce sujet, nous saisirons le Conseil constitutionnel. La CMP a retiré la désignation dans chaque tribunal judiciaire d'un magistrat référent chargé des AFD, tel que le préconisaient pourtant les juges financiers de la Cour des comptes, et là encore portant atteinte à tout ce qui pourrait améliorer les AFD existantes aujourd'hui. Mais sur les AFD, c'est aussi la qualité des procédures menées qui est en cause.